aujourd'hui et l'éternel Sadio Mané qui est toujours là. Donc j'avais dit, hein, j'avais beaucoup peur pour cette équipe du Cameroun. Et voilà, mes doutes sont révélés vrais. Et il y avait un monde d'écart entre ces deux équipes. Xavier Barré, on les attendait, ces Lions de la Teranga, dans ce, dans ce huitième de finale. On se disait, bon, une deuxième victoire, mais quand même, avec les Lions indomptables, jusqu'à présent indomptables, il y a toujours des doutes quand même. C'est une grosse nation en tout cas. Oui, c'était l'autre gros choc de ce premier tour avec le Côte d'Ivoire-Nigeria d'hier. Et donc on voulait voir tout de suite ce dont était capable le Sénégal, parce que le match d'ouverture, il gagne 3-0, mais contre une équipe réduite à 10 pendant la moitié du match. Donc là, ils étaient face à une équipe qui avait connu la même situation, mais qui s'en était sortie avec un nul au premier match et qui devait marquer des points, et qu'il y avait aussi cette question de prestige dont on a parlé lors de la première émission. Voilà, donc, et Rémi Ngono nous a bien mis en place que le Cameroun était le meilleur, etc. Puis on a vu sur le papier, sur le terrain, pardon, on a vu qu'en fait, d'un côté, il y avait effectivement des Lions longtemps indomptables, mais qui sont un amas de personnalités, qui ont des qualités, mais qui ne jouent pas toujours en équipe. Et de l'autre côté, on a le Sénégal, qui est une équipe construite depuis des années, qui se renouvelle, qui se régénère et qui a une grande compétitivité. Rémi, qu'est-ce qui vous a plu chez les Sénégalais? Non, mais pour être objectif et pour quand même parler de cet adversaire. Je devrais dire que chez les Sénégalais, c'est d'abord un mélange entre jeunesse et expérience, avec par exemple Koulibaly, 32 ans, qui était là et qui rassurait. Et vous avez devant surtout des attaquants. Le football, c'est aussi le banc. Vous vous rendez compte que quand les Robertson devrait égaliser, il met Chamadou, qui est plutôt un latéral. Mais regardez le banc du Sénégal. Vous avez Iliman Ndiaye, qui joue où? Tout le monde connaît, c'est à l'OM. Regardez Jackson, quand il entre, tout le monde sait qu'il joue où? Il joue à Chelsea. Mais les joueurs du Cameroun, tu entends que celui-là joue à Ekourbe Sanda, l'autre joue à Boum Boum Toum, l'autre joue à Koum, l'autre joue à Tehong. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas là où tu les trouves. Avant, on avait une équipe du Cameroun où c'était des grands clubs. Aujourd'hui, tu entends qu'on est parti prendre l'autre qui avait été chassé, qui a été recyclé. Donc, aujourd'hui, quand tu vois l'équipe du Sénégal, dire le banc d'Aliou Cissé, et tu regardes le banc de son, tu dis quand même, d'un côté, il y a des joueurs, et de l'autre côté, il y a de bons forgerons et des bûcherons. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Xavier? Non, mais je voulais dire qu'on ne connaît pas forcément les clubs dans lesquels jouent tous les joueurs du Cap-Vert, on va y revenir, ou la Guinée équatoriale. Et ils forment une équipe, c'est ça qui est important. Ils forment une équipe. Un état d'esprit. Le Cameroun... le Cameroun n'a jamais été comme ça, ne compare pas le Cameroun à la Guinée équatoriale. Le résultat, c'est que c'est des équipes, alors que le Cameroun, malheureusement, même s'il se mouille le maillot, on ne peut pas leur reprocher ça, le collectif est défaillant. On avait parlé, Cédric de Oliveira, en première partie de Radio Foot, de cette confiance, de cette sérénité, mais aussi de cette tranquillité et humilité des Sénégalais. J'imagine que Aliou Cissé, en conférence après le match, c'était pas du genre fanfaron. Non, pas vraiment fanfaron, mais plutôt, oui, satisfait vraiment d'avoir fait accompli, comme il l'a dit, accompli le travail. Première étape. Je crois que c'est Ibrahima qui parlait des choix aussi. Il est satisfait forcément d'avoir vu des performances, même s'il déteste tirer la couverture sur quelques joueurs. On a encore parlé de Lamine Camara, et comme après le premier match, il a répété en zone mixte qu'il ne fallait pas vraiment bien parler de lui, ou en tout cas du jeune joueur qu'il était à 20 ans, mais plutôt de la cohésion et de ce qui fonctionnait du côté de son équipe. Et puis il a rappelé aussi que rien n'était fait. Certes, le Sénégal était en huitième de finale, mais que pour lui c'était un minimum. Bien sûr. Donc le Sénégal jouera, ça sera mardi prochain, et ça sera face à la Guinée, ces fameux matchs, troisième match de poule. Mais on va continuer et on va parler justement donc des Camerounais. J'imagine que face à vous, il y avait des mines déconfites. Ces Camerounais sont plutôt en mauvaise posture. C'est la... Ouais, hein. C'est la première fois depuis 2015 qu'ils perdent un match en phase de groupe. Et du côté d'Yaoundé, évidemment, la déception est bien grande. Écoutons
Joël Wadem a promené son micro dans les rues, beaucoup de colère, contre le sélectionneur Rigobert Song. Les lions indomptables ne méritent plus être lions indomptables. L'équipe est devenue une histoire de famille. On ne choisit plus les meilleurs joueurs. Nous avons eu 7 trophées par le mérite, par les grands joueurs. Nous devons tous œuvrer pour qu'on nous enlève Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale et son frère Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Parce que je pense que c'est ça le problème. Le Cameroun est devenu très nul. Nous ne reconnaissons plus nos lions. Le lion est devenu le chat. Vraiment, c'est une grosse déception pour les Camerounais. On supporte juste parce que nous sommes patriotes. On est dessus, mais on espère que le troisième match, on pourra battre la dernière équipe et se qualifier. Je pense qu'il y a le coaching qui n'est pas exactement ça. Le coach semble tâtonner un peu. Ils ont dominé l'équipe du Cameroun sur toute la ligne, donc la victoire est nette, elle est claire. Quand on voit l'équipe du Cameroun jouer, on le voit par projet de jeu. Le Sénégal a été supérieur. Le Sénégal, oui, effectivement, a été supérieur. Le résultat le dit. Rigobert Song, très visé par les critiques de la rue, mais aussi même en conférence de presse où vous étiez tout à l'heure, d'ailleurs, Cédric, une question lui a été posée. A-t-il les capacités, le feeling pour redresser cette équipe? Est-il à la hauteur? Écoutons sa réponse. Si je suis à la hauteur, je veux dire, si on parle des statistiques, Cédric, vous pouvez l'analyser comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est que les années passées. Il faut reconnaître ça, savoir qu'aujourd'hui, exactement. Je l'avais dit, il est à côté de la place. C'est ça que j'ai dans l'oreille. Mais il faudrait que celui qui accueille, qui trouve déjà quelque chose et qui soit dans la continuité. Non, je pense que c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, mais je dis encore, j'assume parce que je dis, je suis à la tête de cette équipe. Mais ce que je disais, je ne perds pas espoir. Je suis convaincu et rassuré que le troisième match va être pour nous une finale et qu'on passera pour le deuxième. Alors en même temps qu'on entend le pauvre Rigobert Song s'expliquer devant la presse, il y a but sous vos yeux, Cédric de Oliveira. Bah oui, je sais pas si vous m'avez entendu pendant Rigobert Song, mais je l'ai dit. Parce que notre télé est en retard, c'est pour ça. Oui, mais Takibou Kamara qui est venu placer son pied après un bon mouvement sur le côté droit des Guinéens. Et ça fait donc 1-0 face à la Gambie. Je crois qu'il y en a un en dessous qui doit être content. Bah oui, lui sautait. Il sautait de joie. On a quelqu'un qui pleure et quelqu'un qui saute de joie. Ibou, enfin. Enfin, on a eu peur, hein, enfin. Mais je suis content parce que c'était mon carton vert. Exactement, tout à l'heure, vous l'avez dit. Je l'avais dit. Très bon joueur. Très soulagé. Ouais, parce qu'ils ont beaucoup essayé depuis tout à l'heure. Et donc, voilà que ce match s'accélère en tout cas entre la Guinée et la Gambie. Ce deuxième match, donc pour ces deux équipes du groupe, elle aussi, groupe C. Cédric, on en était à Rigobert Song. Rigobert Song, comment l'avez-vous trouvé, vous qui étiez à cette conférence, avec cette question un peu provocante, certes, mais aussi, on a entendu dans les rues de Yaoundé, il y a beaucoup de déceptions et on se demande si on doit y croire au Cameroun. Oui, il était courageux, notre confrère camerounais, d'y aller comme ça, lui demander s'il était toujours... il y avait du Rémi en lui. Oui, la situation, mais non, écoutez... on l'a trouvé un petit peu déçu, Rigobert Song, forcément, je pense qu'il aurait aimé un petit peu plus de ses joueurs, mais il faut reconnaître que ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les Camerounais. Après, on les a surtout vus, les joueurs en zone mixte, mais alors abattus. Donc je ne sais pas ce qui s'est dit dans le vestiaire, mais il n'y a pas vraiment de positif tout autour de cette équipe, et notamment autour de Song. Et qui va avoir beaucoup de travail là durant 4 jours pour préparer ce match face à la Gambie, même si, si le score en reste là entre la Guinée et la Gambie, là c'est encore peut-être une meilleure nouvelle pour le Cameroun. Quand on entend Rigobert Song, Ibrahima Traoré, c'est vrai qu'on est encore dans l'oreille quand il dit bon, nous on est le Cameroun, nous on a 5 étoiles sur le maillot, nous, mais là ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi, mais il y a aussi un décalage entre ce que Rigobert Song disait hier en conférence de presse où il donnait espoir à tout le monde. On est le Cameroun, où j'avais même lu Samuel Eto'o qui rappelait les statistiques de Cameroun, de ce qu'ils font. Ils n'avaient donc pas battu, ils étaient battus depuis 34 ans. Exactement, et ce qu'on entend là aujourd'hui, il y a et ce qui est même un peu aussi fou, parce que
Je crois que éliminatoire Cannes 2012, le Sénégal... Non, on parle de phase de groupe, de phase finale, Rémi, c'est pour ça. Il y a un grand décalage en fait. Henri Lay nous dit que... Qui reconstruit une équipe. Voilà, je reconstruis une équipe, donc on n'a pas forcément d'ambition, ça doit prendre du temps. Oui, j'assume mes responsabilités. Moi, je suis désolé, hein, depuis qu'il est arrivé à la tête de cette équipe des Lions indomptables, je n'ai jamais été convaincu par l'entraîneur Rigobert Song. Xavier. Oui, oui c'est vrai. Oui. C'était un sursis d'être allé arracher cette qualification en Algérie avec ce but de Toko Ekambi. Ça lui a donné un petit peu plus de temps à la tête des Lions indomptables. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Ibrahima Traoré, depuis qu'il est là, le Cameroun a un petit peu régressé plutôt. Ouais. Fragile en tout cas, Xavier. Oui, j'avais des réserves aussi sur Rigo parce que sa seule expérience c'était je crois avec les espoirs et ça n'avait pas été très convaincant. Donc il se retrouve parachuté là et puis là on l'a dit, il y a eu ce miracle en Algérie et cette qualification pour la Coupe du Monde. Donc du coup il a gagné du crédit tout d'un coup. De manière un peu inespérée, ça lui a permis de durer. À la Coupe du Monde, il réussit à battre le Brésil, donc il gagne encore du crédit. Ouais. Mais c'est sur des coups, alors que sur les autres matchs, son équipe, elle ne donnait pas vraiment l'impression de tourner dans la continuité, de se bâtir sur la durée. Et c'est vrai que le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a une équipe qui elle compte 1 point après 2 journées. Et il va y avoir donc ce duel fratricide avec la Guinée qui peut leur être fatal. Rémi, peut-être qu'on dit que Rigobert Song, eh bien, grâce à la qualification face à l'Algérie, grâce à la victoire symbolique sur le Brésil, eh bien, finalement à chaque fois il était là. Alors peut-être que jamais 203, peut-être que ce dernier match... Oh non, la barre transversale, pardon. J'ai cru. C'est pas grave, vous avez le droit, vous avez tous les droits. Rémi, jamais 203, est-ce qu'on peut y croire à cette qualification pour le prochain tour du Cameroun? Quelles sont les raisons? Allez, donnez des raisons d'y croire à ceux qui vous écoutent ce soir. Parce que l'adversaire est de moindre taille, on peut y croire. La Guinée? Mais oui, non, la Gambie, pardon. Et lorsqu'on voit aussi peut-être les 15 dernières minutes, où d'ailleurs le Cameroun a failli égaliser, oui, c'est vrai. Il peut avoir un petit espoir. Parce qu'on se dit quand même, Rigobert Song a peut-être compris qu'il fallait mettre des gens devant, là où Magri était seul. Regardez à quel moment il a jeté Moubania, alors que quand même il vient de signer à Marseille. Il vient quand même de Glin, où il a marqué 18 buts. Alors, vous avez un attaquant de cette envergure au banc, vous ne le mettez pas. Toko Ekambi. Quand Toko Ekambi, vous savez, la faiblesse du Cameroun aujourd'hui était beaucoup au milieu de terrain, même pas à l'attaque. Parce que vous avez d'abord le patron de votre milieu de terrain, qui est supposé être Zambo Raïssa. Donc, Zambo Raïssa n'a pas eu le temps de pouvoir courir. Il ne pouvait pas se projeter devant. Les passes étaient par derrière. Et quand vous avez quand même qui fait beaucoup de fautes, on se dit quand même que Rigobert Song avait la possibilité de prendre ne serait-ce que Koundé Malon pour faire quelque chose. Il s'est privé lui-même de Choupo-Moting, sans oublier aussi que, on peut dire, c'est une circonstance atténuante, qu'il n'a pas aujourd'hui le meilleur joueur du Cameroun, qui est Mbemo, et plus son attaquant, peut-être Vincent Aboubakar, qui sera au prochain match, parce que quand même il était presque au banc aujourd'hui. Donc, c'est le seul espoir que nous pouvons avoir pour l'instant, mais pour le bilan, c'est strictement néant. C'est-à-dire, vous avez en 21 matchs, en tout et pour tout, 5 victoires, vous avez 8 nuls, vous avez 8 défaites. Mais ce n'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Et surtout, son adjoint, Sébastien Migné, on se dit quand même que voilà quelqu'un qui va apporter de l'espoir. Mais quand vous voyez même les coups francs, comment est-ce que c'est travaillé, un Koudou qui était présent au premier match, était complètement fantomatique aujourd'hui, ne parvient pas à soulever une balle. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. S'il y a des phases de coups de pied, de jeux arrêtés, où aujourd'hui, un tiers des buts est marqué. Si vous ne parvenez pas à faire ça, vous êtes totalement incompétent, il faut tous les virer. En tout cas, il y a eu l'entrée d'Olivier Ncham qui a influé positivement sur ce groupe, puisque c'est lui qui fait la passe décisive sur le but de Castelletto. Et justement, Cédric de Oliveira, il est passé devant vous, vous l'avez interrogé. On est déçus, il fallait concrétiser nos actions, nos occasions, il fallait les mettre au fond et on aurait pu
Keïta. Je lui pose une petite question et puis à 40 on arrête et on va vers Christophe. J'espère. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Là, on est dans la situation qu'on est, on n'a pas trop le choix en fait. On doit absolument gagner et on fera les comptes par la suite. Pas trop le choix, évidemment, hein, il faudra être plus percutant. Une dernière question, Cédric, peut-être au sujet de ce match. Onana, on a vu sur le compte officiel de Twitter de la CAN qu'on se moquait un peu de lui, sa photo dans le jet qu'il avait amené, il avait marqué « Arrivé 48 heures en retard, 3 tirs cadrés, 3 buts encaissés ». Ouais, c'est sûr que... pour l'instant c'est une opération un petit peu manquée. Hein. On rate le premier match, enfin, en tout cas Onana rate le premier match. Derrière il joue cette deuxième rencontre, il encaisse 3 buts. C'est un peu rude quand même pour lui d'arriver, alors que en tout cas dans l'état d'esprit on l'a senti très impliqué. On l'a vu beaucoup donner de consignes à ses partenaires. À un moment donné durant la retransmission avec Joseph-Antoine Bell, on avait l'impression qu'il était entraîneur adjoint de Rigobertson, tellement il était presque un peu trop impliqué, comme s'il avait quelque chose à se faire attraper, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est un peu rude pour lui d'encaisser ces 3 buts comme ça. Voilà, pour l'instant, l'opération Onana ici en Côte d'Ivoire est un peu mal engagée, on va dire. Rémi, vous m'avez montré un petit dessin un peu méchant fait par un Camerounais au sujet d'Onana. Niam Popoli, c'est-à-dire qui dit « J'ai fui les buts à Manchester United ». Et maintenant, j'ai fui les buts et les buts me suivent chez les Lions. Vous savez, Annie, et ça, il faut pousser un coup de gueule. Parce qu'il faut savoir l'état d'esprit. Vous avez vu comment la défense était alignée. Et comment il n'y avait pas de communication. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas des entraînements, vous arrivez subitement comme ça. Et on vous prend comme une superstar. Le résultat est là maintenant. Depuis 2016, on en a, c'est quand même 38 matchs avec les Lions, pour 33 buts encaissés. Et par contre, celui... Il a été aidé par sa défense. Oui, mais attendez. C'est la même défense que nous avons avec un autre gardien qui, lui, ne joue nulle part. On l'appelle Ondoa. Ondoa, c'est 48 matchs, c'est 22 clean sheets. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler que la CAN, la dernière au Cameroun, l'avant-dernière au Cameroun, qu'est-ce qu'on avait eu? Il y a l'égalisation gambienne. Ah non, on joue. Voilà, décidément, il va falloir vous expliquer. Mais va falloir expliquer là, mais je pensais que ce but il y était, il est passé entre les jambes du gardien, mais l'arbitre a décidé de siffler un hors-jeu. Bon. Donc, continuons sur Onana. Non, mais nous, comme on est en décalage. Je voulais juste vous dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que. Qu'il n'était pas à l'entraînement. Tu n'es pas à l'entraînement, et bien évidemment, et il y a aussi ce qu'on appelle les éléments de la nature. C'est 3 tirs et 3 buts. C'est-à-dire 3 tirs et 3 buts. Or, quand le Cameroun remporte la CAN en 2017, on n'en est pas venu, et pourtant le Cameroun n'a encaissé que 3 buts jusqu'à la finale. Donc aujourd'hui, on se rend donc compte que ce n'est pas parce qu'on est le meilleur gardien du monde qu'on doit se permettre de dire « je viens quand je veux, comme je veux, en jet privé, et je vais sauver le monde ». La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'a rien remporté avec le Cameroun. Allez Rémi, on tourne la page Cameroun. Cédric, vous restez avec nous parce que vous avez basculé sur un autre match et nous, on va basculer sur la qualification. Non mais c'est pas grave, on vous suit quand même et ça nous met dans le match. On continue, nous on va évoquer celui qui a décroché le premier. Alors c'était dans l'ordre du jour simplement sa qualification. Et c'était Casper. Oui, le match précédent. Il avait pris 3 en 45 minutes au Nana. 3 boules. C'est vrai qu'ils ne s'entraînent pas et qu'on voyait qu'ils ne s'entraînaient pas avec... Oui, ils ne s'entraînaient pas. On parle de Kepler. Hein? Oui. C'est ta spécialité. Il y a Christophe Jousset qui était au match. Ah, il y a Christophe. Non, mais tu me dis, on parlera de bébé. Toubaran, Azou, et oui, les requins bleus, ils étaient les premiers donc à se qualifier cet après-midi. Ils ont joué avant le Sénégal,
Ce Cap-Vert du groupe B est se qualifié en beauté. Il remporte son deuxième match, 2 victoires en 2 matchs après le Ghana. Les Mambas du Mozambique. Écoutons ces supporters que Christophe Jousset a rencontrés à la sortie du stade et on retrouve Christophe juste après. En route vers les 8e, j'entendais un match un peu plus serré parce que le Mozambique a quand même fait accrocher l'Égypte. Alors je dis, il y a 12 micro-trottoirs. On a sauté en 8e contre le Sénégal. Et là, on passe en 8e, on va voir ce que ça va donner. Et je suis très fier de mon équipe aujourd'hui. Oui, je suis contente. Il fallait que j'amène mes fils voir un petit peu l'atmosphère du stade. Et puis comme on a gagné, on est content. Ils avaient demandé à venir? Le plus petit, oui. Il a quel âge? 3 ans. Et vous? Comment vous l'avez vécu ce match? C'était super. On s'est estimé dans la route qui nous sommes premiers qualifiés. On a gagné cette canne. Vamos Cabo Verde! Vamos Cabo Verde! C'est avec beaucoup d'émotions. Cabo Verde à la top des groupes. Et c'est une sensation très 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 grande. J'ai de finale, on est qualifié. Félicitations à l'équipe. Franchement, ça fait énormément plaisir. Ils ne peuvent pas le rattraper, hein, c'est ce qu'il disait le tout à l'heure. Le troisième. Parce que je pensais que le Sénégal était le premier tour, on m'a dit. C'est le meilleur but depuis que j'ai commencé à jouer. Franchement, c'était le meilleur but. J'ai adoré cette trophée. Franchement, c'était trop chic. Belle ambiance à la sortie du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où vous étiez, Christophe Jousset. Boa noite. Oui, bonsoir, Annie. Il va falloir vous mettre au portugais. De temps en temps, je trouve des francophones, ça va. Oui, c'est pas mal non plus pour l'antenne. Avec un joli accent. Alors Christophe, c'est, on va dire, la première surprise quand même de cette CAN. On s'attendait peut-être pas à ce que le Cap-Vert se qualifie et dès le deuxième match et comme premier de groupe. Bah oui, c'est sûr que quand on voit l'allure qu'a ce groupe, après le tirage au sort, qui avait pronostiqué autour de vous, par exemple, le Cap-Vert devant l'Égypte et le Ghana notamment, pas grand monde. Mais bon, c'est vrai que le Cap-Vert a confirmé aujourd'hui, mais c'est surtout lors de la première journée qu'il avait surpris en battant le Ghana sur le score de 2-1. Ghana qui n'était pas encore au niveau où on l'a vu jouer hier. Et aujourd'hui, bah, c'était un peu la régalade face au Mozambique avec un 3-0 entièrement mérité, malgré une transversale du côté mozambicain à l'heure de jeu. Pour le reste, eh bien, ça a été un festival et des jolis buts, hein, vraiment, des jolis buts. Un coup franc de Bébé à la 33e, il avait déjà allumé une première mèche quelques minutes plus tôt en trouvant la transversale sur un coup franc lointain, quelle frappe. Bébé qui est un ancien international espoir portugais qui joue pour le Cap-Vert depuis 1 ou 2 ans. C'est donc lui qui a montré la voie avec un gardien, bon on pourra en reparler, qui n'est pas forcément hors de cause, totalement innocent sur ce but-là. Et puis 51e, Ryan Mendes, le capitaine, qui double la mise. Et enfin, peut-être le plus beau but d'ailleurs de tous, cette frappe d'une trentaine de mètres petit filet de Kevin Pina. Ce coup franc, on a, grâce à nos camarades de Opta qui font des statistiques depuis 2010, eh bien, David Finzel a noté que ce coup franc de Bébé est le plus lointain d'une CAN. Il était tiré de 39,50 mètres, Christophe. Donc c'est vrai que c'était le premier but et c'était le coup de semonce de ce joueur Bébé au parcours absolument incroyable, Xavier. Oui, bah, c'est un gars qui est né au Portugal, hein, qui a grandi au Portugal, mais qui s'est retrouvé dans une situation désespérée. À un moment, il était SDF, il était à la rue, en fait. Et puis, il a réussi à rebondir dans un petit club de la région de Lisbonne. Et là, il y a eu cette histoire un peu... Alors, on a dit qu'il avait fait partie de la Coupe du Monde des Sans-Abri. Alors là, il y a des versions qui divergent un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a Alex Ferguson qui a eu un coup de cœur pour lui et qu'il a embauché à Manchester United un peu au titre des bonnes œuvres de Manu. Il s'est retrouvé à Manchester United, alors il avait un contrat, bien sûr, pour lui inespéré. Il a joué que 2 matchs avec eux, mais ensuite il a continué sa carrière, il est allé à Benfica. Maintenant il est en Espagne, au Rayo Vallecano, après avoir joué également à Eibar, au Pays Basque. Donc c'est un garçon qui a une carrière, enfin qui revient de pratiquement nulle part, hein, qui revient de la rue, il était SDF. Et donc il connaît aujourd'hui son heure de gloire avec ce but absolument incroyable marqué pour les requins bleus. Mais ils sont assez coutumiers du fait au Cap-Vert, parce qu'il y a plein d'histoires dans cette équipe. Le défenseur central, Christophe Jousset l'a peut-être repéré, Pico, on le surnomme Roberto Lopes. Lui, il est né il y a 31 ans à Dublin.
il joue toujours en Irlande, au Shamrock Rovers. Et en fait, il a su un jour que le Cap-Vert cherchait des joueurs pour son équipe nationale. Il a envoyé un mail à la fédération, mais comme il ne parlait pas portugais, il l'avait fait en anglais. Le mail est resté dans la boîte de je ne sais pas qui pendant de plusieurs jours, jusqu'au moment où on a fini par le contacter. Et depuis, il est international aussi pour le Cap-Vert, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Bon, y a plein de jolies histoires autour de cette sélection. Ibrahima Traoré, Christophe le disait, je pense que personne ici n'avait imaginé un tel parcours des requins bleus dès le premier tour pour l'instant. Non, on n'aurait pas pu deviner que cette équipe allait se qualifier la première pour les huitièmes de finale. On n'aurait pas pu imaginer qu'elle va finir premier de son groupe, dans un groupe où il y a quand même l'Égypte et le Ghana. Mais comme on le dit, c'est une équipe qui est maintenant habituée des Coupes d'Afrique et qui petit à petit progresse tout le temps. Le petit problème, c'est qu'avec les matchs et on voit les surprises qui se passent, c'est-à-dire que finir premier ne garantit pas d'avoir un tirage facile. Oui. C'est-à-dire que finir premier, on peut tomber quand même contre une grosse équipe directement au deuxième tour. Oui, où les équipes vont un troisième qui va être costaud. Oui, on peut tomber sur le Cameroun, c'est vrai. Un troisième costaud. Voilà, exactement. Et donc ça peut être peut-être pour cette équipe aussi un problème. Mais sinon sur le parcours, il n'y a absolument rien à dire. C'est la très très belle histoire. Il y a des histoires très atypiques, comme l'a dit Xavier. Et voilà, on est content de voir ce genre d'équipe. Christophe, on en a vu d'autres comme ça, des équipes. Hier, Cherif Guémour disait, dans cette CAN, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus de CV et de grosses équipes. C'est-à-dire, on arrive et on n'impressionne pas seulement par son nom. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Et du coup, le Cap-Vert et certaines équipes n'ont plus peur. Bah oui, c'est typiquement le Cap-Vert, c'est le genre d'équipe qui n'a pas des joueurs de tout premier plan, mais c'est une équipe tout simplement. Et puis on ne peut pas non plus faire totalement les surpris parce que le Cap-Vert nous surprend depuis le début, j'ai envie de dire. C'est leur 4e Coupe d'Afrique des Nations. Et première participation, ils s'étaient déjà fait remarquer en Afrique du Sud en 2013. Complètement, 2013, c'est leur première Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, rappeler que pour arriver à jouer cette CAN en 2013, c'était un peu particulier à cette période-là parce qu'il y avait 2 CAN qui se succédaient dans un intervalle d'1 an. Donc on avait des éliminatoires qui étaient extrêmement raccourcis, mais pour arriver à la CAN, à la phase finale, le Cap-Vert avait écarté le Cameroun. Ils n'étaient pas 24. Encore voilà, on était 16 à l'époque à la CAN, et puis dans cette première participation à la CAN, le Cap-Vert avait réussi à se hisser en quart de finale grâce à une victoire sur l'Angola à Port-Elizabeth à l'époque, et puis ça s'était arrêté en quart de finale avec une défaite contre le Ghana, mais c'était déjà évidemment une franche réussite pour les requins bleus. La deuxième CAN 2 ans plus tard, en 2015, avait été moins réussi, ils étaient là quand même, sortis au premier tour, et puis il avait fallu attendre la CAN 2021, jouer en 2022 au Cameroun pour les revoir, et là c'était de nouveau sorti du premier tour et accès au 8e de finale, où là le parcours s'était arrêté face au Sénégal, encore une grosse pointure. Donc effectivement, le Cap-Vert, alors ils se prennent pas la tête, les joueurs, on les a vus sortir en zone mixte tout à l'heure, tout de suite ils le font redescendre tout le monde en disant on va se calmer, on va pas s'énerver, on sait très bien qu'il y a des grosses équipes devant nous, mais ils boudent pas non plus leur plaisir. Pour précision sur ce qui les attend, alors il y aura d'abord un match à jouer contre l'Égypte évidemment pour boucler le premier tour, mais ce qui les attend en 8e de finale, c'est un meilleur 3e en tant que premier du groupe B. Et bon, juste pour s'amuser comme ça, si on jette un coup d'œil sur les possibilités, c'est un meilleur 3e qui sort d'un parmi les 3 groupes, et actuellement il y aurait la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Donc effectivement, ça peut se durcir un peu par la suite, mais l'adversaire peut aussi ne pas être tout à fait tranquille. En tout cas, ne pas s'emballer, c'est ce que semblait dire le capitaine qu'on connaît bien en France, l'ancien Lillois, Ryan Mendes. Il parle français, et il est au micro de l'un de nos envoyés spéciaux, donc c'est Pierre Feignan. On continue, on est tous contents. C'est pas facile en fait. On vient dans un tournoi où il n'y a que les meilleures équipes d'Afrique. Je remercie Christophe. Et avoir 6 points dans un groupe où il y a l'Égypte. On va faire un petit point avec Cédric sur le match, d'accord? 2 matchs, 6 points. Avec Naby Keïta qui est rentré et tout ça. Profiter. Oui. Il ne faut pas s'arrêter là parce qu'on veut continuer. Vous allez aborder le match contre l'Égypte très serein parce qu'il y a
serein. Ouais, forcément, mais serein, mais avec l'envie aussi de bien faire et de bien terminer le groupe. C'est les pharaons qui ont intérêt à être sérieux sur ce coup-là, Christophe. Hein? Bah, parmi les scénarios possibles, effectivement, il y a celui, si le Cap-Vert réussit à tenir en échec ou même à battre l'Égypte, il peut tout simplement précipiter le fiasco égyptien. Christophe, comment va Mo Salah? Je crois que vous êtes dans le même hôtel. Oui, eh ben écoutez, il traîne un petit peu, la jambe gauche depuis qu'il s'est assis à la 45e minute du match contre le Ghana hier. Et oui, on l'a croisé, alors on l'a vu se diriger vers la piscine. Il est passé à 3 mètres devant nous dans la matinée et il est allé faire les premiers soins sans doute, escorté par son garde du corps, mais aussi par le staff médical. L'eau, évidemment, dans ces cas-là, fait beaucoup de bien. Le verdict est d'ailleurs en train de tomber sur Mohamed Salah et on lit actuellement, vous devez lire la même chose que moi, qu'il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'Égypte. Les deux prochains matchs, on est sûr que l'Égypte va passer. Franchement. Ça, c'est une question. Est-ce que l'Égypte n'a pas mieux joué après la sortie de Mohamed Salah hier? Ça, c'est une autre question. Mais ça sera pour un autre Radio Foot, Christophe, parce que là... On aura d'autres. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International. Bonne soirée du côté d'Abidjan et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette CAN. On va faire un petit point sur le match avec vous, Cédric. Comment vont les choses? On est dans le temps additionnel. Oui, dans le temps additionnel, il reste quelques instants. Ibou tremble à côté de nous. Il y a un petit contre des Guinéens. Pourquoi pas, il va rentrer dans la surface de réparation. La frappe et la parade du gardien, c'est pas terminé. Peut-être le deuxième but. Il targiverse les Guinéens. La frappe encore. Un pied gambien, pardon, pour dégager le camp. Des Gambiens, les Guinéens qui ont failli ajouter un deuxième but. Bon, Naby Keïta est entré pendant que nous parlions du Cap-Vert. On va continuer dans cette compétition. Il s'est passé une chose assez étonnante tout à l'heure. Un des sélectionneurs de la compétition a été renvoyé. Il s'agit d'Adel Amrouche, limogé après avoir été sanctionné par la CAF. Alors il s'est pris 8 matchs de suspension. Il y a aussi $10 000 contre la fédération tanzanienne. Tout cela, Xavier Barret, pour des propos, alors on va dire malencontreux, maladroits, en tout cas qui ont été très sévèrement jugés par la Confédération africaine. Ouais, il avait fait déclaration, effectivement, comme vous dites, au moins maladroite à l'égard notamment du Maroc. Et donc la Confédération africaine a estimé que ces propos étaient totalement déplacés, l'a donc sanctionné. Alors on l'accuse d'avoir laissé entendre que le Maroc choisissait ses arbitres. Il avait dit, lors du dernier match face au Maroc, ils nous ont imposé de jouer le soir alors qu'on voulait jouer en début d'après-midi. Actuellement, c'est le Maroc qui gère le football africain. Ils choisissent aussi leurs arbitres et nous demeurons de simples spectateurs. Sans être dans la compétition, avoir ce genre de propos et puis contre le Maroc, qui est quand même un des puissants de la Confédération africaine, c'était maladroit, Ibrahima? C'était maladroit, effectivement. Moi, il y a quand même deux petites choses qui me dérangent dans cette histoire. La première, c'est tout simplement le timing de la suspension. On suspend un entraîneur 8 matchs pendant une compétition, donc forcément, il est condamné, puisqu'on ne va pas l'avoir pour les prochains matchs. Donc, ça conduit directement à son limogeage. La deuxième chose qui me dérange, c'est que on a eu des propos très durs de certaines personnes envers, on parlait même de l'intégrité physique. Je me rappelle de Belmadi qui avait eu des propos très très durs à l'égard d'un arbitre. Il n'y a pas eu de sanction. Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures et surtout le timing, moi ça m'interroge beaucoup et la décision me dérange aussi beaucoup. Rémi? Il a tout dit. C'est pour ça que je voulais intervenir par rapport à cette quincaillerie qu'on appelle la Confédération africaine de football. Belmadi, non seulement a eu des propos durs contre l'Afrique, mais contre l'Afrique, mais au-delà de ça, Gassama, l'arbitre, a été poursuivi. Il a accusé le Cameroun de corruption avec la CAF, de complicité.
L'affaire est allée jusqu'à la FIFA. On a fait des enquêtes. Jamais la CAF n'a eu à intervenir. Et subitement, on voit là comme si on appelle jugement en pleine compétition. On ne sait pas quelle institution, quelle instance a siégé pour trouver que cela était beaucoup plus grave. Gassama aujourd'hui a été obligé de prendre sa retraite. Kalotoko Ekambi a été poursuivi partout, a même fui Lyon. Mais jamais la CAF n'a eu à intervenir dans cette histoire-là. Donc finalement, je donne raison à ce sélectionneur que le Maroc, c'est du favoritisme et on ne peut pas continuer ainsi parce qu'il y a un proverbe africain qui dit si l'œuf tombe sur la pierre, l'œuf se casse. Si la pierre tombe sur l'œuf, de toutes les façons, c'est toujours l'œuf qui se casse. Bon Rémi, vous y allez un peu fort, mais c'est vrai. Je ne vais pas fort, c'est très grave. En tout cas, est-ce que ça arrive souvent, Xavier, qu'on vire comme ça un sélectionneur pendant une compétition? Nous, on est un peu sidérés là. Il peut y avoir des sélectionneurs qui sont virés par leur fédération, qui sont virés par, j'allais dire, le président de la fédération. Moi, j'ai vu ça à l'époque en Coupe d'Asie avec l'entraîneur tchèque de l'Arabie Saoudite qui s'est fait virer après le premier match, donc dès le premier tour. Et son remplaçant a amené l'Arabie Saoudite en finale. Mais là, on est à l'issue d'un match qui a opposé, il faut rappeler, la Tanzanie au Maroc. Et que le Maroc a gagné 3-0. Et l'entraîneur dont on parle, Adel Amrouche, a un passeport belge, mais il est né à Kouba en Algérie. Et on sait la rivalité qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc. Donc on peut penser que cette affaire est un peu biaisée. On n'a pas tous les éléments, on a juste la sanction, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Très bizarre. En tout cas, un homme heureux dans ce studio, Ibrahima Traoré. Ouais. C'est quasiment la qualif là. Alors, on va aller du côté de Yamoussoukro. Christophe, excusez-moi. Cédric, je sais plus aujourd'hui. Pardon. Cédric, alors, match terminé et victoire de la Guinée. Et oui, ça a été tout jusqu'à la fin. On a bien cru aussi à une égalisation gambienne, mais finalement la Guinée s'en est sortie donc 1-0 grâce à un but d'Egblou Camara donc en deuxième période. Et comme le disait Ibrahima Traoré, ça sent bon la qualif puisqu'avec 4 points, eh bien on se dit que déjà la Guinée a 3 points de plus que le Cameroun, donc elle est quand même bien partie pour être deuxième. Et puis elle est bien partie aussi pour être, si ça ne marche pas, parmi les meilleurs troisièmes. Donc les Guinéens qui sont contents et puis ils ont pris leur revanche, qui ont beaucoup parlé de leur élimination en 8e de finale il y a 2 ans au Cameroun face à ces mêmes Gambiens. Ça en avait gros sur la patate, notamment Kaba Diawara, le sélectionneur. Et bien ils ont pris leur revanche, les Guinéens. Oui, on a entendu votre reportage et on avait extrait justement ces propos de Kaba Diawara. C'est vrai que ça permet de laver l'âme un petit peu, Ibrahima. Oui, exactement, ça fait du bien, hein, cette victoire aussi, on parlait, hein, Kaba a beaucoup critiqué, même par moi-même. Je trouve que là, le travail est cohérent, il y a une équipe cohérente, il y a beaucoup de solidarité dans cette équipe, de ce que je vois. C'était très difficile aujourd'hui hein, contre cette équipe de Gambie qui nous avait éliminés lors de la précédente Coupe d'Afrique. Avec ce match, avec cette victoire-là, la Guinée, si on compte le système des meilleurs troisièmes, est quasiment certaine d'être là au prochain tour. Et en plus, il y a le retour de certains joueurs qui va faire beaucoup de bien. Oui, ça va être intéressant que le Sili récupère. On a vu Naby Keita rentrer, donc déjà c'est un atout supplémentaire. Et puis Serhou Guirassy qui devrait venir aussi, donc renforcer le potentiel offensif de cette équipe. Donc du coup, le prochain match contre le Sénégal, ça va être vachement intéressant, parce qu'il est possible que du coup Aliou Cissé lui fasse un peu tourner vu qu'ils sont déjà qualifiés. Donc la Guinée aura peut-être la volonté de battre les champions d'Afrique. Et puis après, en 8e de finale, là, tout est possible. Merci beaucoup Cédric de Oliveira d'avoir été en direct avec nous de Yamoussoukro pour ce deuxième match de la journée. Rémi, vous n'êtes pas trop triste? Je suis doublement triste. Bon. Triste parce que, justement, la Guinée a réussi à se venger. La Gambie risque de se venger. Au-delà de ça aussi. Et le Cap-Vert se retrouve aussi dans la même poule que nous en Coupe du Monde. Là, c'est grave. Beaucoup de matchs. Ne quittez pas l'antenne de RFI durant le week-end. Il y aura notamment Algérie, Burkina Faso. Il y aura aussi Mauritanie, Angola, Tunisie, Mali. Voilà pour ce qui est de demain sur cette CAN. Merci à tous et à la semaine prochaine. Heureusement qu'Annie te dit bon ça va Rémi, et paf, il est reparti. Ah mais oui, je lui dis ah bon et il est bon.